Amen. Bonjour, chers amis. Amen. Amen. Je sais qu'il y a d'autres qui pourront nous rejoindre maintenant qu'ils ont les liens, ils peuvent accéder facilement. Alors, en l'égard de nos journées scientifiques, Good Samaritan Theological University, ici aux États-Unis, a organisé une série de panels où il y aura de discussions et des échanges sur différents thèmes. Et les thèmes que nous avons pris pour cette première session, c'est-à-dire ce premier panel, comme nous l'avons annoncé, va donc se concentrer sur le thème suivant, impérialisme afro-africain en RDC, c'est-à-dire République démocratique du Congo. Quel avenir pour l'agenda dans 2063 de l'unité africaine? Et nous le faisons dans le cadre de l'école de théologie, comme on appelle ici School of Theology, donc la faculté de théologie, mais dans le département de théologie politique et théologie publique. Voilà. Alors, nous sommes partis d'un constat. Le constat, c'est que les discussions sur les États-Unis d'Afrique euh, avaient commencé déjà vers 1945. Donc, il fallait attendre jusqu'en 1900, donc à 45, donc à la conférence de Manchester. Et puis, en 1963, je ne vais pas passer toutes les étapes 58, tout ça au Ghana, mais en 63, il y a eu la création de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Bon, généralement, cette organisation avait pour but principal de promouvoir l'unité, la solidarité des États indépendants, donc africains, en observant donc les frontières, donc héritées de la colonisation. Euh, et ils devaient aussi se réunir, faire un front commun pour avoir une voix unifiée devant les Nations Unies. Et puis aussi, c'était un cadre stratégique pour la transformation socio-économique du continent africain. Alors, on constate que pendant que les autres continents, comme l'Europe, s'est mis ensemble, ils se solidarisent, ils se s'unifient, les Amériques se solidarisent et s'unifient. Donc, l'Orient aussi est en train de se solidariser et de s'unir, mais l'Afrique est devenue le théâtre de conflits internes. Les conflits internes, on le voit dans le Sahel, on le voit dans le CEDEAO, on le voit en Afrique centrale, on le voit dans les pays des Grands Lacs, on le voit, on a des tensions en Afrique de l'Est. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que l'Afrique pourra réaliser sa vision de 2063, qui est celle d'avoir une Afrique que nous voulons? Et là, je pose encore la question si l'Afrique a une quelconque volonté pour faire quelque chose. Alors, maintenant, pour essayer de réfléchir là-dessus, ce panel vise à évaluer le niveau de conscience et de maturité des dirigeants politiques africains dans la maîtrise des enjeux géopolitiques et géostratégiques internationaux, conditions, selon nous, pour la réalisation de la vision 2063 de l'Union africaine. Alors, pour en parler, nous avons invité quelques spécialistes que je vais vous présenter rapidement. Euh, Ils ont des cartes postales des biographies euh, remplies et très bien, très riches. Alors, je vais seulement donner l'essentiel. Je vais donner l'essentiel. Donc, là, je vais vous présenter d'abord euh, le professeur Follé Ligunda.
Folé Ligunda, qui est Folie. Folé. Oui, je disais Folé Ligunda, qui est donc docteur en théologie, docteur en missiologie, donc docteur en PhD en missiologie et aussi DM toujours en missiologie avec des accents différents, leadership et enseignement et puis missiologie. Donc, il est professeur de théologie, de la missiologie, mais aussi d'un cours qu'il a conçu, la théologie contextuelle. Il est l'initiateur et c'est lui qui dirige le Centre international de recherche et d'innovation à Kinshasa, qui tient beaucoup de réunions depuis un temps. Et puis, il est aussi l'initiateur de l'Association des théologiens de l'Afrique francophone. Il est professeur des universités, je le vois circuler à travers l'Afrique, enseigner maintenant là, il est à Gaoundéré, donc au Cameroun. Donc, voilà, ça c'est professeur Follet. Donc, il a publié plusieurs livres. Il est devenu comme un doctrinaire de la missiologie en Afrique. Alors, nous avons professeur euh, Mwamba Kamwanga, lui, euh, il est évêque, il est de mon église. Il est docteur en théologie, PhD, donc spécialement en théologie pratique, spécialiste des sciences de l'éducation chrétienne, avec thèse de doctorat sur les questions de paix, sécurité, changement de mentalité, cohésion nationale et élimination de pauvreté pour les pays des Grands Lacs d'Afrique, notamment le Rwanda, Burundi et la RDC. Il est philosophe et manager, économiste. Il a enseigné plus de 34 ans dans plusieurs universités et plusieurs facultés, entre autres la philosophie politique dans la faculté des sciences sociales, politique et administrative de l'université CEPROMAD, ISGA Bunia, donc Église et État à l'université Shalom, et histoire économique dans plusieurs facultés de management, sciences économiques dans plusieurs universités. Donc, il est retraité de l'université, professeur retraité de l'université Shalom de Bunia. Donc, pour le moment, il a initié l'université Docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba à Kabeya-Kamwanga, donc qui est vraiment en grande gestation, une université polyglotte et qui va encourager les Africains et les recherches fondamentales et les recherches actions, comme ils appellent les recherches de développement africain. Alors, professeur Mwamba Kamwanga, il s'est intégré maintenant dans la politique aussi, où il est euh, inspecteur général adjoint du Rassemblement démocrate tshisekédiste, un parti politique d'obédience démocratique. Donc, il était candidat aux élections dernières. Il n'est pas malheureux parce que son candidat président est passé. Et maintenant, nous avons le docteur Luc Elomon, dont je disais, professeur Follet, professeur Mwamba sont à Kinshasa, en RDC. Professeur, docteur euh, Luc Elomon, c'est une prophétie, il va devenir professeur. Donc, il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est docteur en théologie politique. Il a publié aussi plusieurs livres parce qu'on l'a présenté la fois passée. Et il est aussi l'initiateur de l'Institut théostratégique de développement qu'il dirige, où il a beaucoup d'étudiants. Et c'est aussi un écrivain, c'est aussi un conférencier, il est beaucoup de choses. C'est une étoile qui est en train de briller maintenant en Afrique. Voilà, nous avons les trois spécialistes qui sont avec nous et qui vont nous entretenir. Alors, comment est-ce que les choses vont se passer? Nous avons plusieurs aspects que nous avons retenus pour essayer de décortiquer ces sujets. Euh, alors, comme vous avez vu dans la fiche, nous avons parlé de euh, panel, panel discussion one. Quelqu'un est en train de parler la prière de fermer vos micros. Alors, panel discussion one. Donc c'est le premier panel. On peut en avoir plusieurs pour terminer
l'approfondissement de ces sujets. Alors, il y a cinq thématiques qu'on doit Ndigunga aborder. utiliza mogomozi. Alors, nous avons Union africaine, et puis nous aurons, deuxièmement, on va parler Mamun magana ya yatma 2063 de l'Union africaine. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Et puis, nous avons troisième thématique, enjeux géopolitiques et géostratégiques du monde. Donc, actuel, donc 2020 mamun et, et après. Et quatrièmement, nous avons l'impérialisme africain. Et cinquièmement, nous avons l'avenir de l'Afrique. Alors, comme vous allez vous en rendre compte, ce sont des thèmes très importants. S'il vous plaît, fermez votre micro. Fermez votre micro. Donc, ce sont des thèmes intéressants et c'est promis, nous n'allons pas tout terminer en une séance. On peut avoir même 5 panels pour vraiment terminer la réflexion là-dessus. Alors, il y a deux manières de le faire. Soit on y va progressivement, c'est-à-dire on commence avec l'Union africaine et puis vision, donc l'agenda 2063, les enjeux, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va terminer à la fin, si ce n'est pas dans une même séance, dans 4 ou 5 séances, ou bien, comme le professeur Foy Lugunda suggérait, on passe directement à l'impérialisme africain et aussi la réalisation de la vision 2063. Donc, ce sont les deux manières. Qu'est-ce que vous pensez? Vous voulez qu'on passe directement à l'impérialisme afro-africain et puis à la réalisation de la vision? Ou bien vous voulez qu'on commence par réfléchir sur l'Union africaine? Il y a deux questions pour chaque rubrique. Qu'est-ce que vous pensez? Rapidement. On y aille progressivement, thématique par thématique, ou bien qu'on passe directement à l'impérialisme afro-africain et puis la réalisation de l'agenda 2063. Bonsoir, s'il vous plaît. Je suis Étienne Halirou. Oui. Je propose qu'on aille progressivement, si possible. En tout cas, ce serait plus profitable. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a un autre point de vue? All right. Alors, chaque intervenant aura le même temps de parole que les autres. Comme ça, on va faire les échanges d'une manière équitable. Alors, la première question a 5 minutes de réponse à chacun. Alors, je vais poser la première question à nos intervenants. L'Union africaine, bon, un instant, je vais peut-être reformuler ça. Je vais peut-être reformuler cela autrement. Voilà. OK. Après 60 ans d'existence de l'Union africaine, croyez-vous que ces objectifs aient été déjà atteints? Après 60 ans de l'existence de l'Union africaine, croyez-vous que ces objectifs aient déjà été atteints? Alors, professeur Mwamba, 5 minutes. Je peux parler. Pour la question, Oui. l'objectif n'est pas à cause de trois sortes de cancers, hein.
Mhm. C'est d'abord la prédation internationale ou système international de prédation selon le docteur Mbaye Kankwenda. De deuxième cancer qui a dérangé un peu, c'est la politique de division du régnier. La politique de quoi? C'est la part la politique de diviser pour régner, pratiquée par C'est et quelle aussi à politique? la... S'il vous plaît, il y a quelqu'un donc qui parle là. Fermez vos micros, vous tous qui n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Je disais que ces objectifs, oui, je disais que ces objectifs n'ont pas été atteints à cause de trois sortes de cancers. Le Oui. premier étant la prédation internationale ou système international de prédation, selon le professeur Mbaye Kankwenda. Et deuxième cancer, c'est la politique de diviser pour régner qui est pratiquée par les grandes puissances. Et troisième cancer, c'est le sentiment d'hégémonie. Le sentiment d'hégémonie parmi les Africains. Alors, peut-être pour expliquer un peu, nous savons tous que Karl Marx avait l'habitude de diviser les structures sociales en deux, les puissants, les possédants, les capitalistes et les pauvres. Mais cette conception est dépassée. Il y a un autre sociologue français du nom de Pierre Bourdieu. Pour Pierre Bourdieu, il y a les dominants et les dominés. Mais ça ne s'arrête pas là. Si nous pouvons dire les dominants comme les grandes puissances que nous avons actuellement, et disons par exemple les dominés, c'est-à-dire les Africains, les pays africains, mais ça ne s'arrête pas là, selon Pierre Bourdieu, sociologue français, à cause des sentiments d'hégémonie, les dominés, il y a encore une classe qui renaît, c'est les dominés dominants. C'est le cas, par exemple, du Rwanda aujourd'hui. Il est placé parmi les dominés par rapport aux grandes puissances qui sont les dominants. Mais les dominés qui veut dominer, alors on va l'appeler dominé-dominant. Tout cela à cause des sentiments d'hégémonie. Et ça va continuer comme ça tout le temps. À cause de ces sentiments-là, il y aura toujours des classes qui vont naître. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, professeur Momba. Euh, professeur Follet? Hmm. Oh, j'ai vu professeur Follet tout à l'heure. Oui, il est là. Merci beaucoup pour la parole. J'ai un peu de difficultés de connexion ici, mais je vais tenter de... Allô? Allô, oui, on vous entend maintenant. Allô? Allô, on vous entend. Allô? On vous entend maintenant, Vous me allez-y. suivez? Oui. OK, OK. Je trouve un peu de difficulté ici pour la connexion, mais j'étais en train de dire que je vais placer le mot rapidement. Vous savez, lorsque, à l'occasion des cinquantenaires, en 2013, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis pour évaluer les 50 premières années de la marche de l'Organisation de l'Unité africaine.
ce qui est devenu dorénavant Union africaine. Alors, ils avaient fait une sorte d'évaluation. Et ils ont reconnu que l'élan que les pères de ce mouvement panafricanisme avaient mis en branle en 1963, cet élan n'était pas totalement effacé, mais qu'il y avait des aspects qui jouaient contre, en tout cas, l'évolution du rêve des pères fondateurs. Voilà pourquoi, en 2013, après avoir fait une sorte d'autopsie, alors ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé Agenda 2063 pour une Afrique unie, prospère et pacifique. Et je crois que quand vous prenez les trois concepts qui représentent maintenant comme l'antidote à la situation que les continents ont connue, on peut directement déduire là où les bas avaient blessé. C'est-à-dire, ils ont constaté le manque d'unité, donc l'Afrique n'était pas vraiment unie. Ils ont constaté le manque de prospérité, l'Afrique était toujours dans la pauvreté. Et ils ont constaté le manque de paix, l'Afrique était toujours en conflit. Et moi, je pense que la meilleure façon d'évaluer l'Organisation de l'Unité africaine pourrait être de prendre le père, disons, le chef d'État et gouvernement au mot. C'est-à-dire prendre simplement ces trois concepts qu'ils ont pris, qu'ils ont mis, qu'ils ont placés à l'avant-plan et essayer maintenant de voir. C'est comme ça que je vois ce que le professeur Mwamba venait de dire, ces éléments-là, et je crois que le moment venu, nous allons décortiquer un peu comment l'Afrique n'a pas évolué dans l'unité, dans la prospérité et dans la paix. C'est ça ce que je peux dire maintenant. Oui, exactement. C'est peut-être la raison pour laquelle on a changé de nom, donc parce qu'on considérait que l'Organisation de l'Unité africaine, c'était un club de dictateurs et peut-être l'Union africaine serait donc une organisation démocratique, mais on se demande combien démocratique elle est pour le moment. Alors voilà, on donne la parole à Dr. Elomon. Oui, bonsoir tout le monde. Pour répondre à cette question, après ces 60 ans, est-ce que nous croyons que les objectifs ont été réalisés? Je dirais non. D'abord, le non, parce que euh, nos États en Afrique continuent toujours de fonctionner dans une mentalité de royaume et de clan, forcés à vivre ensemble dans un grand enclos qu'on appelle pays. Ça ne peut pas marcher parce que déjà, pour réaliser cette unité, il faut d'abord réaliser les unités intérieures. Et c'est là l'un des grands défis qu'on a dans nos pays en Afrique. Alors, moi, je vois l'Union africaine un peu comme l'image d'un corps humain. Et puis, chacun des pays est comme un organe. Mais nous convenons tous que si dans le corps humain, un organe est atteint, est atteint de cancer, il va falloir d'abord traiter cet organe-là au risque de voir son malaise, son dysfonctionnement se répandre dans tout le corps. Alors donc, ça n'a pas marché, pas uniquement à cause des pressions, des influences extérieures au continent, que nous aborderons tout à l'heure,
Ça n'a pas marché parce que déjà, à l'intérieur des États eux-mêmes qui constituent cette union, il y a déjà de gros malaises dans nos pays. J'en veux pour preuve, par exemple, la dénomination et l'orientation donnée à chacune des noms, à chacun des noms ou des dénominations qu'on a données. On est parti de l'OUA. On a dit que l'OUA, c'était une organisation interétatique. Mais nous semblons oublier parfois que les États ont d'abord des choses à gérer en leur propre sein. Donc, ont d'abord des objectifs, des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux du voisin. Et les États eux-mêmes ont des problèmes sociaux, des problèmes ethniques et des problèmes auxquels s'ajoutent les problèmes politiques qui n'ont pas fini de régler entièrement. Donc, l'OUA, c'est une organisation interétatique. OK. Mais qui influence chaque État membre de cette union qui a été créée. Et donc, je crois que de là, on est passé en 2002 à l'organisation, à l'UA, qui est l'Organisation intergouvernementale d'États africains. Et c'est là où ça attire encore mon avantage, ça devait attirer notre attention. On parle d'une organisation interétatique, et maintenant à un esprit d'organisation intergouvernementale. Il y a une toute petite nuance entre ces deux formes, ces deux expressions. Alors, intergouvernemental, ça veut dire que si les objectifs globaux continentaux que moi, mon gouvernement poursuit, si mon gouvernement tombe, qu'est-ce qui prouve que le gouvernement qui vient après va poursuivre l'organisation, la vision continentale. Donc, s'il y a échec, c'est d'abord commencer à faire l'analyse des problèmes endogènes et puis ensuite penser maintenant à pallier les problèmes exogènes. Donc, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça n'a pas été atteint, mais on peut encore atteindre. Seulement, il faut traiter ces premiers paliers. Merci. Voilà, ça n'a pas été atteint. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une organisation qui est piégée, déjà de par la dénomination, c'est organisation intergouvernementale ou organisation donc entre États. Donc, déjà au niveau du concept, il y a des problèmes. Donc, c'est difficile qu'on puisse réussir quand la dénomination d'abord n'est pas claire et ça ne reflète pas non plus des objectifs clairs. C'est ça ce qu'on peut dire. All right. Voilà, alors, les amis, vous avez suivi les interventions de nos trois panélistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Quelque chose qu'on n'a pas bien compris. All right. Alors, on passe à la deuxième question sous Union africaine. OK. L'Union africaine est-elle africaine ou est-elle une Union européenne africaine? Cette fois-ci, on commence avec Dr. Follet. Comme il a des problèmes de connexion, peut-être il peut passer avant. Professeur Follet? Je ne sais pas s'il nous suit. Oh, il est là. S'il vous plaît, quelle est la question? La question, l'Union africaine est-elle africaine ou est-elle une Union européenne africaine? Bon, essayons d'être logiques avec ceux qui dirigent l'Union africaine en disant que c'est une organisation africaine. Mais ce qui est vrai, lorsque nous entrons maintenant dans le fonctionnement, pas le fonctionnement, dans la survie de cette organisation, on voit que
c'est une organisation qui n'est pas aussi totalement indépendante, dans la mesure où, vivant dans un contexte de mondialisation, nous avons comme l'impression que l'Union africaine subit la pression de l'Union européenne, d'une part, et de l'Organisation nationale, Organisation des Nations Unies, d'autre part. À telle enseigne que quand vous observez les documents que cette organisation émet, vous voyez une sorte de copie conforme de ce qui provient de l'extérieur. C'est un peu comme une sorte d'adaptation. Et pour utiliser les termes théologiques, une sorte de contextualisation. C'est-à-dire, ils prennent un peu ce que l'Union européenne fait ou ce que l'Organisation des Nations Unies fait et on essaie de contextualiser au niveau de l'Afrique. Ce qui n'est pas mauvais dans la mesure où nous vivons un monde fédéré, un monde qui est devenu planétaire. Alors, on peut comprendre cette sorte d'ambivalence, cette sorte de dilemme que nos dirigeants, dans lequel nos dirigeants se retrouvent entre l'indépendance d'une part, mais la pression économique et politique et tout ça d'autre part qui ne laisse pas la main libre. Donc, c'est un peu comme ça que la réalité de l'Union africaine. Voilà. Donc, même si on est dans un monde fédéré ou dans une globalisation, chaque pays ou chaque groupe de pays doit amener son apport et pas seulement adapter sur soi ce que les autres ont déjà pensé. C'est justement un dilemme, comme professeur Follet l'a dit, ça c'est vraiment un dilemme, mais c'est aussi une ambivalence. Moi, j'ai été chimiste et quand on dit ambivalence, donc on change un peu de point de vue en fonction de là où on se trouve. Donc, c'est cela. Alors, euh, docteur Elomon, qu'est-ce que vous pensez? Ok, est-ce que c'est une Union européenne africaine? Quand j'ai vu la question posée, ça m'avait fait un peu sourire parce qu'au cinquantenaire de l'Union africaine, notre faculté de théologie politique m'avait envoyé à Addis Abeba, qui était, et à ma grande surprise, c'est que ça ressemble plus à, je ne sais pas, à une sorte de FIFA dominée par des équipes non africaines. Parce que pour une Union africaine, je parle de ce que j'ai vu en 2013. Oui. Je vois que d'abord, la salle était remplie de prélats, ou je dirais de prêtres occidentaux, donc sachant bien que le Vatican est un État, mais sans oublier qu'il y avait aussi beaucoup d'Européens. Mais est-ce qu'on peut s'approprier, on peut être maître d'une telle organisation lorsque les premiers partenaires financiers de cette Union africaine sont en l'ONU et l'UE. Et pratiquement, l'UE étant le plus grand contributeur. Mais l'UE, pour vivre, a besoin de pouvoir. Ce sont les États qui ont besoin de ce qui se trouve dans le sol africain. Et je me demande comment nos dirigeants peuvent s'imaginer un instant que des lions affamés, un troupeau de lions affamés peuvent donner des conseils à un troupeau
d'antilopes pour se préserver des attaques ou de se faire manger. Et c'est ce que je vois. Quand le financement, vous ne pouvez pas vous financer alors que vous avez les moyens de vous financer. Donc, au fait, ce n'est qu'une représentation. C'est vrai, elle est organisation africaine dans la forme, dans la présentation, vous avez le discours officiel, mais en réalité, c'est toujours un fait valoir, le couloir juste de l'Union européenne et de l'ONU. Et quand on parle de l'ONU, on sait qui domine l'ONU. Nous disons qu'il y a les plus grandes manies au sein de l'ONU, ce sont les États-Unis. Et donc, c'est une Union africaine qui a des aspirations africaines, mais qui n'a pas les moyens d'affirmer ses aspirations. Donc, c'est trop d'influence. C'est une union qui est influencée, un peu comme, si vous voulez, l'Union africaine, c'est le hard power, le hard way, et puis le financement de l'Union européenne, de l'ONU, c'est le soft way. Est-ce que cela veut dire que les dirigeants africains sont des grands enfants? Je ne dirais pas qu'ils sont des grands enfants parce qu'il y a quand même un sursaut continental, mais dans la majorité, ce sont des personnes dépendantes. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont leur doigt dans la bouche de l'Union européenne et de l'ONU. Donc, ils ne peuvent pas trop parler. Merci. Wow. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on donne la parole à Professeur Mamba. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Juste pour ajouter, je suis d'accord avec ce qui s'est déjà dit, mais juste pour ajouter un peu, je voulais seulement dire que ça, c'est l'Union européenne africaine. Voici les raisons. Le 12 septembre 1876, le roi Léopold II de Belgique convoque la conférence géographique internationale de Bruxelles qui décide de créer l'Association internationale africaine, AIA. C'est le professeur Nzongola qui nous apprend cela. Mais dans cette conférence géographique, il n'y avait aucun géographe. Il y avait tout simplement des commerçants qui voulaient faire des affaires. Et voilà, le 25 novembre 1878, le roi Léopold II crée le comité d'études du Haut-Congo. Il n'y avait aucun Congolais là-bas. Il y avait un banquier belge du nom de Léon Lambert. Il y avait un Anglais du nom de William Mackinnon, qui était un magnat, transporteur donc britannique. Alors, ils ont étudié la faisabilité de coloniser le bassin du Congo. Alors, le roi avait en fait profité, dit le professeur Ntalaja, du manque d'intérêt par l'Angleterre depuis 1807 pour le Congo. Et voilà, il continue, la communauté internationale continue à créer des associations pour les Africains. Et il n'y a aucun Africain là-dedans. En 1879, vous pouvez voir que le comité d'études du Haut-Congo fut transformé en Association internationale du Congo, AIC. Dans tout cela, il n'y avait aucun Congolais là-dedans. Alors, et il faut aussi préciser qu'en 1879, Léopold II avait envoyé Stanley au Congo sous l'AIC pour planter le drapeau de cette association et faire signer des accords de reconnaissance de l'AIC comme association internationale philanthropique par les chefs locaux congolais. C'est le professeur Ntalaja Nzongola qui l'a dit. Alors,
il faut dire tout simplement que les Européens avaient depuis longtemps l'idée de coloniser, l'idée de gérer l'Afrique, l'idée de pratiquer la prédation du sol et des sous-sols, prédation physique, les massacres, prédation économique, prédation sociale. Et c'est ce qu'il continue jusqu'à aujourd'hui, en tout cas en Afrique et surtout au Congo. Donc, jusque-là, il faut que les Africains comprennent et ouvrent les yeux afin de se libérer de toutes ces prédations-là, afin pour que cette conception de l'Europe qui doit toujours continuer à diriger l'Afrique cesse. C'est ça. OK. Il faut que cette histoire cesse. Ah, wow. Oui, je réponds à quelqu'un ici qui veut entrer. Excusez-moi. Donc, si j'ai bien compris, selon le professeur Mwamba, donc les choses étaient déjà préparées en amont pour que tout soit dirigé à partir de l'Europe et à partir de l'Occident. Donc, rien n'a changé. Comme quelqu'un avait dit qu'avant indépendance égale après indépendance. Donc, c'est cette politique-là qui continue. Et je venais de suivre une vidéo, je n'ai pas voulu vous mettre ça, une vidéo où les Occidentaux se sont réunis et disent que nous devons maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Si on permet à l'Afrique de faire quelque chose, le standing de vie que nous avons ici va complètement dégringoler. Donc, nous devons tout faire par travers toutes les organisations internationales, toutes les ONG, tout ça, que ce soit les Chinois, les Occidentaux, les Européens ou les Américains, nous devons tous tout faire pour que l'Afrique reste là où elle est, parce que nous avons besoin de leurs minerais. Donc, c'est c'est une, c'est une philosophie politique qui existe déjà, mais quand j'ai posé la question de savoir si nos nos dirigeants africains sont des grands enfants, c'est parce que ils n'ont pas de philosophie politique, que je sache. Parce que tout ce qu'ils pensent politiquement, c'est ce qui a été pensé ailleurs. Ils n'ont pas une philosophie politique purement africaine. On a une organisation d'unité africaine, on a une union africaine sans philosophie politique africaine. Et ça, c'est déjà grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser à nos trois intervenants? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Quelqu'un a son micro ouvert et il y a du bruit des enfants. HP, celui qui a les HP là. Ok. Ouais, je pense que c'est chez... Ok, c'est passé quoi, mais... ça. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? All right. S'il n'y a pas de questions, donc c'est bon. Alors, Il y a les mains levées. oh, je vois une main levée. C'est... Ah, Roche Tanquet. Bienvenue, allez-y. Merci, merci. J'ai pris le débat et la discussion. Je voudrais juste poser une question. OK. On est dans un cadre. Je voudrais demander en quoi est-ce que l'Église est différente. Parce que toutes les lectures qu'on fait, je pense qu'on peut les voir très facilement dans nos églises Vous qui sortez ne sont pas entrecoupé là. elles-mêmes déjà. Ouais. C'est peut-être une question de réseau. C'est mieux là? Oui, c'est mieux maintenant. Allez-y, posez la Oui, question. je disais que qu'en est-il de l'Église? Est-ce qu'on pourrait dire que l'Église en Afrique et particulièrement les églises protestantes sont différentes? On a parlé d'une Union européenne africaine. Est-ce on ne serait pas tenté de dire que les églises sont aussi,
occidentaux-africaines, euh, est-ce que le mal n'est-il pas plus profond que ce qu'on essaie de décrire en mettant peut-être plus la responsabilité sur les leaders politiques séculiers, alors qu'on vit exactement la même chose dans les églises? Quand on regarde les églises protestantes, le nombre de divisions qu'on peut avoir, les dénominations qui sont parfois le reflet des divisions. Et tout à l'heure, je n'ai pas voulu poser la question quand on parlait de l'unité. J'aimerais savoir euh, que peut-on dire de l'origine même de l'Union africaine? Est-ce qu'elle n'est pas victime déjà même de son origine, sachant que Kwame Nkrumah, qui fut l'un des pères fondateurs de cette union, au départ ne voyait pas euh, euh, l'organisation de l'unité africaine telle qu'elle a été, mais voyait plutôt l'Union africaine dans une philosophie plutôt différente, mais qui a été changée par la suite par certains pères africains. Je ne vais pas citer le nom du président ici qui nous fait annexer le pays, et sous la houlette toujours de la main euh, occidentale en arrière. Donc, c'est ça les deux questions que je vais poser. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Docteur Follet, partout, docteur Condé, posez votre question aussi, comme ça on ramasse les deux ou trois questions à la fois. Merci, prof. J'ai déjà trouvé les éléments de réponse dans les explications de docteur Roche. OK. Merci beaucoup. Alors, nos intervenants, quelqu'un veut répondre aux deux préoccupations de docteur Roche-Tanquet? Le problème de nos églises aujourd'hui, n'est-ce pas une copie de ce qui se passe sur le plan politique avec des églises occidentaux africaines et donc au lieu d'avoir des églises africaines. Bon, et puis la vision même de l'Union africaine, parce que j'ai dit que déjà à la conférence de Manchester, donc avec un Nkrumah, donc Nkrumah pensait aux États-Unis d'Afrique, pas forcément seulement à une organisation africaine. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Prof, je veux intervenir Vous voulez intervenir? concernant oui, Oui, vas-y. les églises. Oui. En posant une question, peut-on avoir des églises sans contexte, sans plutôt l'influence du contexte mondial? Parce que je constate que c'est un peu difficile d'avoir des églises purement africaines. Parce que vu la culture de la mondialisation, nous avons maintenant des églises hybrides qui mélangent un peu tout. Alors, je ne sais pas si c'est possible d'avoir une église avec la conception, avec les idées africaines pires au XXIe siècle. Si c'est possible, si ça serait possible d'avoir une église africaine avec l'idéologie africaine pure, qui n'est pas mélangée à d'autres philosophies contemporaines liées à la mondialisation. C'est possible parce qu'il y a d'abord beaucoup de rassemblements qui n'ont rien à faire avec l'Occident, qui sont en Afrique. Et puis, si on est véritable théologien africain, on ne doit pas concevoir le rassemblement pour la prière toujours en termes occidentaux. Parce que comment est-ce que vos ancêtres, quand ils priaient, comment ils appelaient ces rassemblements-là? C'est ça le correspondant peut-être euh, le correspondant de concept Église. Donc, l'Église, comme vous le savez, c'est un concept séculier, païen. Ce n'est pas un contexte religieux. Donc, quand les Grecs parlaient d'ecclésia, ils ne parlaient pas de rassemblement de gens qui venaient pour prier. Même les assemblées politiques, c'était des ecclésias. Donc, quand on parle de l'Église,
on parle d'un concept grec, alors que les Africains ont leur manière de concevoir les rassemblements. En Chiluba, par exemple, on dit Massangisha, Disangisha. OK? On peut parler Massambakani. Donc, par exemple, quand il y a une palabre, donc ça s'appelle comme ça. Alors, moi, en tant que Luba, pour parler d'un rassemblement, je n'ai pas besoin de penser à l'église. Je vais dire Disangisha. Comprends? Alors, si on est soi-même, on n'est pas obligé de concevoir l'Église seulement en termes des Occidentaux. Et on peut le faire si on est vraiment théologien responsable, si on réfléchit d'une manière indépendante. Mais si on est une émanation d'une Église établie, d'un dogme établi depuis l'Occident, qui s'est implanté sur le sol congolais et que vous avez souscrit à leur foi, vous êtes obligé donc d'assumer votre choix. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des églises d'initiative africaines qui ne sont pas des émanations des églises occidentales. Alors, ces églises se conçoivent à leur manière, appeler ça église ou appeler ça autre chose, mais en tout cas, ils se conçoivent de leur manière, que ce soit chrétien ou non chrétien. Par exemple, si on prend le Bundudia Congo, un Bundudia Congo, donc un rassemblement donc, du Congo, de Congo ou de Bakongo ou du Congo. Donc, c'est un concept purement africain. Si vous avez le Vuvam, c'est un concept purement africain. Bon, je ne sais pas l'église de John Harris ou elle est à l'Ardura et les autres, les Kitawala et toutes ces histoires-là. Donc, quand vous essayez d'étudier ces différentes initiatives ecclésiogéniques africaines, vous pourrez trouver donc des valeurs ou de substances purement africaines qui n'ont rien à faire avec l'Occident. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas collaborer avec l'Occident. Cela ne veut pas dire qu'il faut chasser l'Occident du monde. Non. Ça dépend de votre définition. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans une foi qui est venue de l'Occident, une église qui s'est implantée qui est venue de l'Occident? Alors, ils ont implanté, c'est-à-dire ils sont venus avec un produit fini. Donc, si vous êtes dedans, vous souscrivez à leur foi, vous suivez leur manière de voir les choses. Mais si c'est quelque chose qui est conçu à partir de l'Afrique, donc ça s'est fait à partir de l'Afrique et ça peut se développer, on peut développer toute une ecclésiologie, on peut développer toute une dogmatique, on peut développer une éthique, on peut développer donc une pratique, on peut tout développer à partir de soi. C'est ça être réellement un véritable théologien, un véritable penseur. Déjà, avec la théologie kamite, on va le faire. Oui, la théologie kamite, on n'est pas contre les Occidentaux, mais on essaie de découvrir quelles ont été les croyances ou les traditions religieuses des Kamites, des Africains, des ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'il y a, quelle valeur on peut trouver dedans, valeur spirituelle, qui peut permettre aux théologiens que nous sommes donc d'élaborer des concepts purement théologiques. Donc, c'est ça. C'est ça la recherche que moi, par exemple, je suis en train de faire. Bon, ceux qui veulent marcher sur les sentiers battus, ils font ce qu'ils font. Chacun a son choix. Donc, c'est un peu ça. Même si je suis protestant, mais je suis en train de faire mes recherches dans ce domaine-là. Vous voyez, je suis en train de faire des recherches dans ce domaine-là. Donc, c'est un peu Merci, ce prof. que... Prof, merci. Dans ce cas, nous devons élaborer des théologies, mais en utilisant nos langues nationales, si c'est Chiluba, Kikongo, parce que si on veut élaborer des théologies pertinentes pour le contexte africain, en utilisant encore la langue française, qui ont des mots et des expressions venus d'ailleurs, et c'est à ce niveau que la tâche devient un peu difficile. Bon, c'est-à-dire que moi, on parle théologie parce que c'est un terme générique. Mais ce que moi, j'appelle théologie, j'appelle ça un kindi yamaweja. Donc, connaissance du mystère de la divinité. Et la divinité n'est pas forcément Dieu. Donc, la divinité, c'est Netcher pour les Égyptiens, ou bien Vidi Mukulu
pour ma tribu ou Mawejanangila pour ma tribu. Alors, quand je veux en parler en termes d'élaboration scientifique, je vais parler de la maouéjologie, si on veut franciser cela, ou bien de l'envidiologie. Je ne veux pas parler de théologie. Parce que, bon, Dieu dans ma tribu ne s'appelle pas Théos, non. Parce que quand on donne un concept dans une langue, il n'a de signification que dans cette langue-là. Alors, c'est que ces gens-là appellent théos, ce n'est pas forcément ce que moi j'appelle un vidimukulu, ou bien c'est la même réalité, mais conçue de différentes manières selon les Itz im Leben, donc de ma théologie. C'est ça. Alors, il faut être à mesure. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il pense, mais moi, je crois personnellement qu'il y a lieu de trouver dans la conception spirituelle, dans les croyances, dans les traditions religieuses africaines, congolaises, pour mon cas, et Luba, donc de valeurs qui peuvent vous amener à théoriser sur ce qu'on pense des dieux, parce que vous n'allez pas définir Dieu, personne ne peut le définir. Tout ce qu'on dit là est faux, parce que personne n'a été là quand Dieu a existé. C'est ainsi que Platon, par exemple, Moubabing et Bilolo et moi-même, nous disons que tout ce que l'homme peut dire sur Dieu ne peut être que mythique à cause de la tardivité de l'homme dans l'existence. Personne n'a été à photocopier pour dire voici comment le monde a commencé, voici comment Dieu était. Parce que Dieu, s'il est invisible, dont personne ne l'a vu, on ne peut pas le décrire. Ce sont des approches, ce sont des approximations, ce sont des réflexions. Mais même le nom Dieu, ce n'est pas le véritable nom de Dieu. C'est ce que nous disons que Dieu est, mais ce n'est pas forcément ce qu'il est. Vous comprenez? Donc, ça dépend comment les gens font leur théologie. Bon, s'il y a des gens qui répètent ce qu'ils ont appris, ça, c'est leur liberté, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Alors, alors HP, fermez votre micro si vous n'avez pas de question. Ouais, alors, professeur Follet me dit que sa connexion l'a trahi, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, s'il n'y a pas une autre réponse, j'avais vu comme si professeur, docteur Elomon avait une main levée. Vous voulez dire quelque chose? Oui, Oui, allez-y. Oui. Merci beaucoup pour répondre à la question du bien-aimé de tout à l'heure. Sur cet aspect de l'Église, je voulais d'abord répondre à deux choses. Disons, lever déjà quelque chose, un sentiment qu'il faut que nous abandonnions si nous voulons vraiment aller de l'avant. Alors, ce sentiment, c'est de croire que tout ce que nous avons reçu de l'extérieur vient forcément de l'extérieur et que ça n'a pas de souche africaine. C'est la première des choses. Je veux dire quoi par là? Nous savons que Solon, qu'on appelle le père de la démocratie grecque, est venu étudier auprès des Égyptiens, de nos ancêtres. Et ça, aujourd'hui, c'est établi. On ne peut plus nier tous ces éléments-là. Si vous lisez l'enquête d'Hérodote, vous lisez d'autres auteurs, il y en a beaucoup aujourd'hui qui le reconnaissent. Alors, le mot ecclésia fait partie du lexique politico-judiciaire grec. Et sans gêne, Hérodote nous dit que eux, leur Dieu, et leur rite, et leur rituel, et leur organisation sociale a été développée à partir de l'emprunt africain. À certains moments, même, c'est une copie auquel on a juste changé des noms. Hermès, par exemple, chez les Égyptiens, c'est Thoth. Donc, c'est le Thoth égyptien qui est Hermès. Il s'agit des dieux chez les Grecs. Donc, qu'est-ce que je veux dire déjà par là? Donc, le néologisme ecclésia ne signifie pas que c'est un concept, je ne veux pas dire que c'est un concept grec. Alors, c'est un concept africain, mais c'est le néologisme qui est propriété grecque. Je voudrais d'abord qu'on lève le il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, ça sonne fort chez moi, je ne sais pas ce que
Alors, donc, je voudrais qu'on lève déjà ce premier point. Maintenant, celui qui a posé la question, je crois qu'il est congolais, sauf erreur de ma part. Celui qui a posé la question. Il est congolais, oui. C'est docteur Condé. Non, moi, je suis pas congolais, je suis camerounais. C'est moi qui ai posé les deux premières questions. Oh, ouais. Là, c'est Roche Ntanké. Oh, sorry. Roche Ntanké, ok, sorry. Sorry. Bon, je crois que si le docteur Condé allait dans le même sens. Maître, éloignez un peu les enfants. Ok, les enfants, c'est là. Je quitte là où il y a les enfants. Ok. Ok. Je vous suis maintenant. D'accord. D'accord. Je crois aussi que. Maintenant, moi, je peux intervenir par appel. Hein. Je peux parler? Oui, allez-y. Oui. Et donc, je crois aussi que le docteur Condé allait dans le même sens en termes d'ecclésiologie. Alors, pour vous, en Afrique centrale, vous avez déjà un héritage très fort. Normalement, les théologiens d'Afrique centrale ne devraient pas être dans cette posture que nous, en Afrique occidentale, on peut avoir. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas un blâme, c'est juste une observation. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous avez des gens comme Kimpa Vita et que vous avez Simon Kibangu, il y a déjà assez de réflexions théologiques, assez d'actes ecclésiologiques. Bon, dans la dynamique, je dirais même que ce sont les actes ecclésiologiques qui sont fondateurs ou qui devraient être fondateurs ou les substrats de la réflexion en matière de philosophie politique et sociale en Afrique centrale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, déjà, vous voyez une femme comme Kimpa Vita qui n'avait pas tout le bagage ou le degré de connaissance théologique que nous avons aujourd'hui, prendre position déjà à partir de ses propres réflexions théologiques sur les faibles rudiments qu'on lui a communiqués pour une libération du royaume du Congo. On peut bien lui reprocher beaucoup de choses, mais je crois que cette femme devrait plutôt faire l'objet de sérieux travaux de recherche de la part des théologiens d'Afrique centrale et de la République démocratique du Congo, que je vois plutôt beaucoup en train de perdre de temps à citer des ancêtres tels que Talbot, Multmann, Paul Ricoeur, parce que ce sont les ancêtres des autres. Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir? Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir à partir des travaux de Kimpa Vita? Pourquoi? Moi, je me pose toujours la question. Moi, il pense que c'est satanique, il pense que c'est diabolique. Bon, moi, je commande des livres de Kimpa Vita et je vois que c'est beaucoup d'Européens qui parlent d'elle. Comment voulez-vous que les Européens parlent d'une théologienne politique, d'une grande dogmaticienne, et je dirais d'ailleurs d'une experte en ecclésiologie? Comment vous voulez qu'ils parlent bien de cette femme? Deuxième personnage qui m'étonne et qui me choque parfois quand j'entends mes collègues de la RDC particulièrement parler, quand je les vois en train de réciter par cœur ce que disent Moltmann et tous ces théologiens-là, quand je les vois en train de citer cela, et je regarde souvent dans leurs discours, dans leurs articles, très peu de discours de Simon Kibangu, je me pose souvent des questions, je dis, bon, tiens, est-ce que c'est parce que moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement de la Côte d'Ivoire, que je suis offusqué? Ou bien peut-être qu'il y a des éléments sur Simon Kibangu que je n'ai pas. Donc, la réflexion en matière d'ecclésiologie devait se trouver déjà dans les substrats, dans les réflexions théologiques, dans la production théologique. On peut encore critiquer, mais dans la production théologique de ces deux personnes-là devait se trouver. Donc, je crois que tout simplement, la question ecclésiologique qui se pose, on ne doit pas avoir honte. Parce que si les gens sont venus nous emprunter un concept qu'ils ont rebaptisé Ecclesia, mais nous ne devons pas avoir honte de récupérer le concept et puis de le repenser avec les substrats que nous avons déjà chez nous. Je vais clore en disant quoi? En matière d'ecclésiologie en Afrique, l'ecclésiologie chez les Grecs, c'est une assemblée qui vote, qui a une fonction qui a le pouvoir de vote. Mais il n'y a pas que l'Ecclésia, il y a la Boule qui est là également aussi, qui est le conseil de ceux qui produisent les idées. Et c'est à partir de leurs idées que l'Ecclésia vote maintenant, à partir de ces 6000 citoyens qu'il choisit. En Afrique, on a des conseils de sages dans nos tribus.
Moi, je sais que, par exemple, chez moi, chez nous, chez les Baoulés, il y a le conseil des sages. Le roi gouverne, certes, mais il y a la reine-mère qui joue un grand rôle. Il y a les sages qui jouent un grand rôle. Et je considère ces sages-là comme, certaines parties de ces sages comme la boulette. Et même quand je prends l'ecclésiologie en regardant Jésus, mais il y a les 12, et puis il y a les 3 plus Jésus. Je considérerais peut-être les 3 avec Jésus comme la boulette, et puis les 12 comme l'ecclésia. Donc, l'ecclésiologie de Kimpa Vita est une ecclésiologie qui réhumanisait l'homme congolais, qui lui donnait de réfléchir Christ, mais à partir des éléments Congo, des éléments sociétals de la philosophie Congo, qui réfléchissait Christ à partir de l'écologie Congo. Alors, donc, je veux tout simplement dire que, bon, c'est là où nous commettons l'erreur. C'est là où nous commettons l'erreur. Donc, C'est ça. merci beaucoup. Ouais, Je vais voilà. m'arrêter là. Ouais, je ne sais pas si Professeur, si vous permettez, oui, je pense que oui. mes questions restent toujours, parce qu'on n'a pas abordé les questions. Trésor est entré, il a mis quelque chose parce que j'ai posé 2 questions fondamentales liées au débat que nous faisons, à C'est la ça. discussion que nous avons. D'abord, est-ce qu'on ne peut pas aussi parler d'églises occidentaux-africaines? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était sur la question de l'origine même de la désunion. Est-ce que la désunion, là, n'a pas une racine plus profonde? Je vais même aller plus loin parce que je pose une question. Combien de fois dans les églises on a prêché sur la question de l'unité? Et moi, je vis au Cameroun où tous les jours, on a une situation dans les églises où ce sont des questions de division, de pouvoir, de gouvernance, de tribalisme, mais qui viennent toujours déchirer des gens. Ça, c'est pas dans c'est pas le pouvoir séculier, politique séculier. Euh, Nous parlons de l'Union africaine. Nous avons vu qu'il y a une main extérieure d'une certaine façon. Le docteur Elomon a bien exprimé ça parce que il est témoin oculaire, il a participé à une session de l'ONU, il a vu des choses qu'il a dit. Nous sommes peut-être plus loin, nous entendons les choses de loin, mais c'est pas différent de ce que le professeur moi m'a dit. Et je ramène donc la question, je dis oui, ça c'est une réalité, mais est-ce que l'Église n'est pas aussi infectée? Peut-être que si l'Église n'était pas aussi infectée, ne vivait pas la même chose, peut-être qu'elle pourrait avoir une action là-dessus. C'était ça, je voulais juste replacer cette question-là. Okay. Si vous permettez, professeur Lemay, je peux répondre à sa première question pour savoir est-ce que nous n'avons pas des églises africaines. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Je crois que nous avons des églises africaines, mais qui refusent de réfléchir l'ecclésiologie à la façon africaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que la théologie, comme je veux bien la définir, c'est l'intelligence de la foi en situation. Alors, Jésus n'est pas européen. Or, sa nature divine n'a pas de nationalité. Alors, quand l'évangile vient, c'est à nous, théologiens, de réfléchir maintenant à une ecclésiologie qui respecte le cadre africain. Parce que quoi que nous voulions, quelle que soit notre position, nous avons été formés dans leur structure. Maintenant, là où le problème commence, c'est quand nous sortons de leur structure, quel effort de réflexion et de production théologique nous avons dans le contexte africain. Et c'est ce qui nous manque. Alors, donc, tant que nous n'allons pas réfléchir, je crois que nous restons dans la position, effectivement, d'une église africaine occidentalisée. Et pas dans une dynamique d'une église africaine. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et c'est ce qui, d'ailleurs, bon, je n'ai pas voulu aller en profondeur puisque ce sujet est tout en bas. C'est pourquoi j'ai essayé de maîtriser un peu la question pour ne pas dévancer les... Non, mais déjà, quand les églises s'appellent églises presbytériennes, église catholique romaine, église adventiste du 7e jour, église baptiste de ceci, église, je ne sais pas moi,
Garrigans ou église de Foursquare, tout ça. Mais ce sont des églises occidentaux-africaines, comme le docteur Tanké dit. C'est aussi simple que ça. Ce sont des églises occidentales qui se sont implantées avec leur dogme, avec leur ecclésiologie, avec leur éthique, donc sur le sol africain. Donc c'est ça l'identification, et ça l'identité. Ce sont des églises baptistes, mais en Afrique. C'est clair. C'est clair. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne pense pas qu'il y ait de discussion. Bon, la discussion peut être celle qui a soulevé le docteur Condé en demandant est-ce qu'on peut avoir une église purement africaine pendant la mondialisation? Oui, la mondialisation n'est pas donc un concept où vous êtes emballé par les puissants. La mondialisation, c'est-à-dire quand les nations se retrouvent, vous amenez aussi quelque chose sur la table. Vous contribuez à la science, vous contribuez à la spiritualité, vous contribuez donc à la manière de voir les choses. Mais si vous n'avez rien, donc vous êtes dans quelle mondialisation? Parce que la mondialisation ne vient pas, parce que si on ne fait pas attention avec la mondialisation, vous serez écrasé les plus puissants, vous écrasez le plus petit. Mais l'Afrique, avec 55 États, avec toute la richesse culturelle, toute la spiritualité et toute son antériorité historique, ce serait vraiment une honte de se présenter dans une mondialisation où on est en train de boire comme à l'entonnoir ce que les autres ont pensé. Ça, c'est... Moi, je ne suis pas dans cette Afrique-là. Moi, j'ai réfléchi d'une manière indépendante. Je considère tout ce que les amis font, c'est leur droit. Donc, je peux aussi m'inspirer de ce qu'ils ont fait, mais moi, je réfléchis en tant que moi-même. C'est tout. Je vois les choses à ma manière. Et ainsi, quand je suis, même ici en Amérique, quand je me retrouve avec les Américains, ils peuvent parler tout ce qu'ils veulent. Quand moi, je parle, j'amène quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas. Pas cet Africain. Mais je ne veux pas aller parler avec eux, ce qu'eux connaissent peut-être mieux que moi. Je suis inutile. Je suis vraiment inutile. Donc, je dois mener ce qui est de moi. Je me rappelle un garçon, un exemple un peu banal. Ils avaient un concert ou une fête, je ne sais pas moi, en Allemagne. Il était né en Allemagne, un noir. Alors, les gens ont dansé, ils ont bu, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont dansé avec les... Maintenant, on lui demande, mais danse-nous une danse africaine. Il dit, non, moi, je suis né ici, je suis allemand. Comment, je ne connais pas. Et on lui dit, mais tu es noir, tu es africain. Quelle est la danse des noirs? Il ne connaissait pas. Il était tout confus. Donc, lui pensait qu'il était allemand, mais les Allemands le considèrent comme noir, alors qu'il est réellement allemand, né en Allemagne. Donc, on ne peut pas être des gens là, des figurants dans le monde. Hein? Les autres vous ont considéré comme des gens sans âme, sans quoi, mais quand vous-même, vous commencez à vous considérer comme des gens sans âme, vous n'avez rien apporté au monde, alors là, ça devient très dangereux. Donc, c'est de cette manière-là que je peux intervenir. Alors, euh, je vais, si le professeur Mwamba n'a rien à dire, on peut passer à la deuxième thématique et je crois qu'avec le temps que nous avons, peut-être on va faire seulement deux thématiques aujourd'hui et on va garder les autres pour la suite du panel 2 ou panel 3. All right?